Êtes-vous capable de me raconter votre premier passage dans une salle d'escalade? Si vos souvenirs sont flous, qu'ils vous rappellent vaguement la douleur de votre voûte plantaire au contact des chaussons ou de l'insistance de l'agent d'accueil pour vous vendre un carnet de 10, il y a surtout de fortes chances pour que votre rétine ait gardé en mémoire la fresque incandescente formée par les prises sur le mur. Des couleurs vivaces aux formes galbées qui, réveillant notre instinct d'enfant, font immédiatement naître en nous l'irrépressible envie de s'en saisir. Hier miroir de la nature, aujourd'hui plus proche d'une enceinte futuriste à poser sur son étagère, elles sont devenues objets d'art, outils de création pour des ouvreurs qui ne cachent plus leur velléité d'artiste. Quelle est donc l'histoire de ces formes figurantes devenues danseuses étoiles sur le devant de la scène? Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV, vous regardez un nouvel épisode de Parlons Caillou et aujourd'hui on va essayer de comprendre ensemble l'histoire des prises d'escalade. Retour à la moitié du siècle dernier. Petit rappel historique, à ce moment-là, l'escalade compétitive n'existe pas et grimper sur des structures artificielles ne constitue aucun intérêt sportif pour le grimpeur. Les premières prises d'escalade n'ont donc qu'un seul but, s'émanciper des contraintes naturelles de la pratique, à savoir la météo et l'accessibilité. Ainsi, durant la plus grande partie du XXe siècle, de nombreuses prises voient le jour, mais restent cantonnées à des initiatives individuelles et les créations sont diverses, variées et de qualité, disons-le, très inégale. Pour leur composition, on retrouve l'utilisation de deux matériaux principaux, la pierre, car finalement quel moyen plus logique pour répliquer une falaise que d'en extraire un petit bout, et le bois plus malléable et surtout plus accessible. Mais malgré cela, ces deux matériaux présentent des inconvénients non négligeables. La pierre est très difficile à travailler et subit l'usure en plus d'être extrêmement lourde, tandis que le bois, lui, est difficile à laver et peut à terme éclater. Les moyens de fixation, quant à eux, sont tout aussi expérimentaux. Si les toutes premières prises sont directement soudées au mur, l'apparition des prises vissées est attribuée à Leonard C. Anderson à la fin des années 1960 sur le mur d'escalade de la Royal Belfast Academical Institution. Là-bas, il invente un dispositif permettant de venir cimenter ou introduire dans un mur en brique une boîte métallique équipée d'un boulon par devant laquelle on venait visser une prise en bois. En plus de cela, il développe même une matrice pour créer un positionnement symétrique des prises, procédé encore populaire aujourd'hui avec nos murs d'escalade modernes. Malgré cela, vous l'aurez compris, la prise d'escalade en reste littéralement à l'âge de pierre et il faudra attendre 1983 pour qu'un Français vienne révolutionner le domaine. Ce Français, il s'appelle François Savigny. Originaire de Normandie, François effectue ses études à Paris en tant qu'ingénieur à l'école des arts et métiers, sauf qu'à cette époque, son esprit, lui, ne pense qu'à une chose, grimper. Il se rend donc régulièrement en forêt de Fontainebleau pour assouvir sa soif toujours plus grande. Problème, si cette dernière est toujours historiquement associée à la capitale, la distance et le prix du trajet à répétition restent tout de même assez contraignants. C'est alors qu'une idée germe dans la tête du Français. Après tout, ce ne sont pas les parois qui manquent dans une ville, mais simplement de quoi s'y accrocher. C'est ainsi que François se met à concevoir lui aussi ses propres prises, mais là où il va se démarquer des autres, c'est par son procédé de fabrication. Après quelques tests matériaux, son choix s'arrête finalement sur le PE, un type de résine polyester. Un matériau qui a pour gros avantage de lui permettre une industrialisation avec un procédé de fabrication relativement simple et un prix bon marché. D'abord, il sculpte de la mousse à la forme voulue, puis crée un moule en silicone. Une fois le caoutchouc refroidi et prêt, il n'y a plus qu'à verser la résine à l'intérieur, laisser sécher et vous obtenez une prise en PE. En plus de ça, François a l'idée de rajouter un trou de vis à l'intérieur de la prise et crée donc par la même occasion un système de fixation standardisé bien plus pratique. Durant les 2 premières années, François itère, perfectionne son invention tout en débutant sa commercialisation, notamment auprès du vieux campeur, mais devant le manque de distributeurs de l'époque, décide de créer sa propre société en 1985, entreprise connue sous le diminutif de EP. Les premières prises iconiques de la marque seront de forme hexagonale comme celle-ci, une forme originale et bien pratique notamment pour l'obtention d'un brevet et éviter ainsi de potentielles copies concurrentes, ce qui finira cependant par arriver. L'année suivante, en 1986, lors d'un salon des sports de montagne, le SIG à Grenoble, deux grimpeurs américains, Chris Grover et Alan Watts, employés chez Metolius, un équipementier d'escalade du nouveau continent, tombent sur le stand d'entreprise. Les voyant intrigués par les nouvelles formes de prises qu'ils y trouvent, François Savigny leur fait don de 2 prises en résine, l'une en forme de lapin et l'autre en forme de coquillage. Aussitôt rentrés aux États-Unis, Alan et Chris montrent leur trouvaille à Doug Phillips, le directeur de Metolius, et décident de commencer eux aussi à créer leurs propres prises. Et personnellement, je me demande vraiment à quoi ressemblait la réunion. Qu'est-ce que vous m'apportez là, Chris? C'est une prise, monsieur. Une prise? Mais on en a déjà des prises. Sauf que c'est un lapin. Vous m'avez dit que c'était une prise. Oui, c'est une prise. Donc c'est pas un lapin. C'est une prise en forme de lapin. Vous mentez. Je ne mens pas. Alors j'en veux 492 exemplaires demain sur mon bureau. Et faites-moi une prise en forme de tapir avec. Entendu. Ouais, ça devait être un truc comme ça.
Enfin bref, bien que ces formes fantaisistes n'auraient clairement pas fait fureur aux Jeux Olympiques, à l'époque c'est surtout la promesse d'un potentiel quasi illimité, en 1987, Chris Grover, à la recherche de la forme parfaite et ayant visiblement passé trop de temps à contempler le carrelage de sa salle de bain, crée les Hexagons, un nouveau modèle de prise d'escalade plus grand à venir imbriquer tel un puzzle directement dans les murs d'escalade. Problème, il semblerait que Chris se soit fortement inspiré d'autres hexagones, ceux de François Savini qui avait déjà sorti le même modèle de prise en Europe quelques temps plus tôt. Pas de bol ça, Chris. Bref, pas de chance pour eux, François l'apprend et décide donc de leur rendre visite sur un salon américain où une solution est rapidement trouvée. Chris Grover et Alan Watts quittent Metolius et proposent à François Savini de le représenter sur le nouveau continent en devenant entreprise USA. Bref, la machine américaine est lancée et durant les années suivantes va même s'émanciper du marché européen grâce à un petit coup de pouce technologique, l'arrivée d'un nouveau matériau, le polyuréthane. Mais avant de parler de ça, remettons-nous dans le contexte. Rappelez-vous, nous sommes à la fin des années 80. À ce moment-là, cela fait à peine 10 ans que l'escalade sportive se développe et reste un sport de niche, la bière IPA n'existe pas et encore moins les barbershops, bref, oubliez le bobo parisien prêt à mettre 50 € par mois pour un abonnement, le grimpeur moyen à l'époque c'est plutôt lui, un passionné qui fait bien tout son possible pour éviter de travailler tout en maximisant son temps de grimpe. Rajoutez à cela que les salles d'escalade privées n'existent pas et que les compétitions en sont encore à leur balbutiement et vous obtiendrez un marché assez restreint. Les projets se limitent donc à de l'équipement de gymnase en milieu scolaire ou de quelques structures artificielles outdoor. Mais dans les années 90, la donne commence à changer, des structures artificielles apparaissent, les compétitions se développent, le besoin de prise grandit, et là où sur structures extérieures et en gymnase on avait peu besoin de changer les prises, l'ouverture et le déplacement devient un véritable sujet. Car si la résine polyester a bien permis la première révolution industrielle de la prise, tout n'a pas totalement changé, les prises présentent encore deux gros inconvénients, elles sont cassantes et pèsent très lourd. Et c'est là qu'arrive le polyuréthane, abrégé PU. Le polyuréthane est un plastique dont le succès vient de sa versatilité, pouvant à la fois être solide, mou ou élastique, mais également très léger. Il obtient rapidement le statut de super matériau que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout dans notre quotidien. Il est développé en 1937 par le chimiste Otto Bayer, mais manque de bol, celui-ci n'étant pas vraiment du genre à enchaîner les tractions, son invention n'arrive dans le monde de l'escalade que tardivement, globalement aux alentours des années 90. En escalade, son avantage est double, on loue sa légèreté d'abord, mais également sa souplesse qui lui évite à la fois d'exploser lors d'un serrage trop puissant et de s'adapter à la forme d'un mur légèrement incurvé, très en vogue à l'époque. Accompagnés par leur culture du toujours plus grand, les États-Unis adoptent donc immédiatement ce nouveau matériau, tandis que le marché européen, lui, restera en majorité constitué par la résine polyester, moins légère et plus cassante, certes, mais également moins chère et surtout plus durable. Portés par cette nouvelle technologie, les États-Unis, eux, innovent et développent peu après le Holoback Design, ou support creux par l'intermédiaire des sociétés ETCH et Voodoo Climbing, qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser leur site internet, n'est pas une filiale de Jouet Club, mais bien un équipementier d'escalade. Promis, un jour je vous ferai un top 10 des plus beaux sites internet que j'ai trouvé pendant mes recherches. Ça vaut le coup. Enfin bref, ce Holoback Design, combiné à l'utilisation du polyuréthane, permet d'alléger les prises comme jamais auparavant et de continuer ainsi leur gain de taille exponentielle. Toujours plus grand, toujours plus gros, le leitmotiv se répand et avec lui une idée naît, et si ce n'était plus le mur qui influait sur les prises, mais bien les prises qui permettaient d'influer sur le mur. C'est l'arrivée des volumes, ou plutôt leur développement, puisque si leur histoire est assez floue, on peut retrouver traces écrites de premiers volumes fabriqués par EP dès la fin des années 80, mais attention, ici il n'est pas question de nos volumes contemporains aux formes parfaites, à la place on retrouve notamment de gros macros aux formes irrégulières comme les Moondisc, sortis par EP en 1994, qui par le même principe que les célèbres hexagones viendront s'incruster directement dans la structure et seront suivis de tout un tas d'autres formes du même genre, colonnettes, arêtes, macrosystèmes et j'en passe. Concernant leurs matériaux, si le PE et le PU restent deux utilisations communes, la fibre de verre, qui bien qu'encore plus coûteuse, fait aussi son apparition grâce à ses propriétés mécaniques encore plus résistantes, notamment pour l'escalade de blocs. Rétablissement, création de dalles, dévers ou même fissures, les volumes permettent une véritable terraformation de la voie et l'escalade en 3 dimensions commence doucement à voir le jour. Mais comme disait ma mère, donnez un pinceau à un tabouret et il ne peindra pas la Joconde, et si le pinceau était en effet reluisant, il manquait encore une vision artistique.
Et oui, car à la fin des années 90, les prises sont encore loin de ce que l'on connaît aujourd'hui, toujours douloureuses avec un aspect terne et des préhensions assez aléatoires. Un constat somme toute logique puisque, rappelons-le, la raison d'être des prises c'est avant tout d'imiter la falaise. D'ailleurs, si je reprends les catalogues d'entreprises de l'époque, c'est écrit noir sur blanc, imiter la nature était un argument de vente. Alors honnêtement, contrairement à ce que l'on pense, c'est toujours un peu le cas, et les shapers, les concepteurs des prises d'escalade, revendiquent toujours grandement leur inspiration de la nature. Ceci étant, à moins que vous n'ayez consommé un petit morceau de nature hallucinogène, vous admettrez aisément que nos murs d'escalade actuels ne se camoufleraient pas très bien dans notre bocage national. Car oui, depuis les années 90, un véritable changement a eu lieu, la prise d'escalade qui se terrait dans le décor est maintenant mise en avant et va devenir une véritable icône. Le marché se développe, les salles privées explosent et chaque marque veut se différencier, c'est un peu dit de manière vulgaire mais c'est l'arrivée du marketing. Ouf, pour le meilleur et pour le pire. Les grimpeurs pros s'emparent également du phénomène, et si Erwan Legrand ou les frères Petit, stars françaises des années 90, avaient déjà donné leur nom pour des séries de prises d'EP, on parlera surtout de Jim Karn, meilleur compétiteur américain des premières coupes du monde, qui signe un énorme succès avec sa série Monsters dans la fin des années 90. C'est la naissance d'une tradition de grimpeurs shapers qui continuera jusqu'à aujourd'hui, avec des célébrités telles qu'Adam Ondra, Alex Puccio, Jimmy Webb, Shona Coxie, Sean Bailey et j'en passe. Côté design, on ne cherche plus cet aspect camouflage, mais bien le confort et le mouvement. On se rend compte qu'imiter la nature bride les potentialités et même si elle reste présente, on s'autorise de nouvelles choses. Et ce surtout aux États-Unis qui, grâce à un gros travail du polyuréthane, maîtrisent maintenant parfaitement le procédé de création et voient naître les premières séries iconiques comme The Boss de la marque Pusher, le premier gros succès des volumes indoor, inspiré du grès de Fontainebleau, mais déjà bien plus proche de nos prises modernes. La marque E-Grips, elle, sera pionnière dans la recherche de nouvelles textures non inspirées de l'outdoor avec la célèbre Bubble Wrap, mais aussi les Main Dish, les Murkan, les Fuzz Wave et fera même partie des premiers concepteurs du Dual Texture. Le Dual Texture, justement, cette technologie qui donne un côté sans adhérence à la prise, sera lui inventé dès 1993 par la société Voodoo Climbing, permettant de forcer les mouvements comme jamais auparavant, même si celui-ci ne connaîtra vraiment le succès qu'un peu plus tard. Voilà, donc si aujourd'hui on a le droit à des run and jump sur des prises sans adhérence, on le doit à Voodoo Climbing. Je vous mets le lien vers leur formulaire de contact dans la description, vous en faites ce que vous voulez. Bref, les shapers, les concepteurs des prises d'escalade sont eux aussi mis sur un piédestal et deviennent de véritables prophètes de l'escalade moderne comme Ian Powell ou Typhus chez E-Grips puis Kilter. Et enfin, dernière chose dont je vais vous parler qui n'a rien à voir avec les prises en elles-mêmes et qui pourtant les a peut-être plus changées que tout ce que j'ai énuméré jusqu'à présent, l'explosion des salles privées. Et oui, car avec l'explosion du marché des salles et donc une accessibilité décuplée auprès du grand public, il faut attirer le client. À ce sujet, Ian Powell, génie du shaping américain, déclarera justement « Nous avons commencé à pousser nos clients à prendre de plus grandes formes pour leurs tracés les plus faciles, ouvrir des 5A avec ces prises géantes qui sont amusantes. Si nous voulons développer l'industrie, nous devons nous assurer que le grimpeur de 5A soit ravi. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus faire des 8A attirantes, mais vous n'avez probablement pas à vous soucier de l'abandon du gamin qui grimpe dans le 8A. On favorise donc de plus en plus les grosses prises, mais on développe également un système de niveau par couleur, bien plus attrayant visuellement. Ni une ni deux, les fabricants embrayent sur cette voie, et nos salles chrysalides se muent en papillons, passant des tons bien ternes d'hier aux couleurs vives que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui justement nous y sommes, et pourtant l'évolution de la prise d'escalade semble encore bien loin d'être terminée. Les avancées technologiques permettent une personnalisation plus poussée que jamais, des innovations nouvelles voient le jour à l'image de prises mouvantes ou lumineuses, le scan et l'impression 3D font leur bout de chemin pour nous apporter des créations encore plus réalistes, les matériaux continuent d'évoluer, la fibre de verre est plus que jamais à la mode tandis que d'autres sont de retour, comme le bois et son esthétique unique et même parfois la pierre dans des tentatives un peu plus isolées. L'époque donne le champ libre aux shapers qui s'amusent plus que jamais, en témoigne l'entreprise Soil qui profite peut-être un peu trop de ce phénomène allant jusqu'à créer des formes comme des ampoules ou des têtes de bébé. Et pourtant, si l'avenir se dirige tout droit vers une ère de création sans limite, l'enjeu principal de nos compagnons résineux semble lui tourner vers l'environnement. Car aucune prise n'est éternelle, les couleurs ternissent à l'usure, le grain s'efface devant le passage effréné du temps, et la mode finit d'enterrer les quelques rescapés. Ainsi ce sont bien 7 millions de prises qui arriveraient en fin de vie chaque année, une hécatombe due entre autres à la faible durabilité des matériaux qui les composent, plus ou moins 2 à 5 ans pour du PE, et pire encore, entre 1 ou 2 ans pour du PU. Un constat qui force le développement de nouvelles initiatives, entre recherche de nouveaux matériaux plus éco-responsables, recyclage ou encore retexturage, les domaines à explorer sont nombreux, et si la prise d'escalade a su imiter la nature pour forger son succès, il semblerait que le temps soit maintenant venu de la préserver.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors avant toute chose, je tenais à dire un immense merci à la marque Entreprise pour avoir pris le temps de discuter un petit peu avec moi et surtout de m'avoir envoyé leurs images d'archives qui ont été extrêmement précieuses à la réalisation de cet épisode. Je crois que vous l'aurez compris en regardant cette vidéo, ils ont été un peu les précurseurs dans le marché des prises d'escalade et si on peut autant prendre de plaisir aujourd'hui à pratiquer notre discipline, eh bien c'est un petit peu grâce à eux, donc merci. Quant à moi, j'espère que vous aurez apprécié, voire adoré cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de ressortir un Parlons Caillou après 6 mois je crois, donc vous voyez ça met énormément de temps, que ce soit pour vérifier les informations, contacter les personnes pour aller plus loin dans les recherches, donc voilà, j'espère que ça vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner sur la chaîne, bref, vous connaissez la rengaine, pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, ça m'aide beaucoup et ça me permet de faire plus de gros contenus comme ça, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.